Bien, merci donc d'être revenu. C'est un grand plaisir d'introduire notre conférencier du jour, Jérôme Lacour, que je connais depuis quand même pas mal d'années, mais je pense qu'il n'y a pas grand monde qui ne connaît pas Jérôme, on peut le dire, et pour plusieurs très très bonnes raisons. Alors, je vais vous parler de Jérôme, sa vie. Donc c'est quelqu'un qui est parisien, qui a suivi un parcours d'excellence à la fois classique, mais vraiment brillant, français, classe préparatoire, Ginette, École normale supérieure, Ulm. Et puis là, une prise de risque, hein, aller aux États-Unis pour la thèse, qui n'était pas complètement évident, surtout dans un labo exigeant, en synthèse totale, donc Phil Magnus. Et moi, j'étais étudiant à l'époque aux États-Unis et je voyais les papiers Lacour Magnus, beaucoup dans le JAX, hein, et beaucoup ailleurs aussi. Une grosse production, et il est resté aux États-Unis pour son postdoc en allant à Harvard chez Dave Evans, un nom mythique de la chimie organique de cette époque-là. Bon, je dois avouer que Jérôme avait déjà fait pas mal d'expériences différentes dans d'autres labos, également en France, hein, que je ne citerai pas, mais était avait déjà bien bourlingué. Et puis il est rentré, et aussi en industrie d'ailleurs avec Ron Poulenc, et il est rentré en Europe et a trouvé un poste à Genève, qu'il a occupé, donc thèse en 93, et début du professorat à Genève en... 95. 95, hein, ouais, c'est ça me semblait. Voilà. Où là, il a gravi les échelons facilement pour être professeur ordinaire. Et également développer une thématique de recherche active, notamment sur la chiralité. Bon, un de ses faits d'armes, c'est les trisphates, notamment ces anions qui ont quand même débloqué pas mal de dédoublements pour obtenir des complexes métalliques énantiopures avec des applications catalytiques ou autres. Et puis bien d'autres chimies variées avec un souci constant à la fois d'élégance, mais aussi de curiosité qui est, comme je disais, finalement rare. Et alors, je ne sais pas si on peut dire ça, Jérôme est quelqu'un peut-être d'hyperactif. En tout cas, à 5h30 du matin, il est déjà en activité. Et donc, ça l'a aussi conduit à s'intéresser beaucoup à la politique scientifique de son université, puisqu'il a été même doyen de son université pendant un paquet d'années. Là, il revient plus dans son labo, où il a envie de à nouveau faire plaisir, d'interagir avec des étudiants et développer une nouvelle chimie dont il va nous parler aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, Jérôme. Je crois que c'est bon. Merci Louis pour cette introduction trop généreuse. Merci à toi pour cette invitation à faire une conférence en français, ce qui, j'avoue, est une rareté, mais une rareté bien sympathique. Et j'ai même essayé de faire 5 diapositives ou 6 diapositives en français avant de passer aux diapositives en anglais, mais le discours sera dans notre langue la plus classique. C'est aussi très très beau de revenir à Paris. Je dois l'avouer, une des premières fois, même la première fois que je viens au Collège de France, et c'est quelque chose d'assez exceptionnel, et je tiens à te remercier, Louis. Et puis je suis aussi ravi de voir pas mal d'amis de France dans l'assistance et même de Genève. Ok. Donc, en tant que chimiste, mon groupe fait finalement des choses relativement classiques. On essaie de développer de nouvelles structures. On a vu l'importance structurale dans la conférence précédente de Louis. On essaie de développer des fonctions. Alors ça, c'est peut-être un petit peu... On a parlé comme fonction en elle-même, la synthèse en elle-même était une fonction. Là, on va essayer de définir un petit peu plus la notion de propriété, et en particulier les propriétés optiques, en fait, la réponse en fait de matériaux à la lumière, et à la fois en termes d'absorption de la lumière, mais aussi de réémission de la lumière sous forme de fluorescence en particulier. On va s'intéresser à ça. On est très intéressé par la réactivité.
voir comment est-ce qu'on peut la maîtriser. Puis je vais faire le contraire un petit peu de ce que fait Louis. On va essayer de faire des trucs super stables. On ne va pas s'intéresser plutôt aux trucs qui sont trop réactifs. Et puis, il y a toute une partie méthodologie dans mon groupe qui utilise d'autres intermédiaires qui ont été mentionnés aujourd'hui. C'est beaucoup la chimie des carbennes et puis des ylures qui sont dérivés des carbennes. Mais alors ça, il fallait faire un choix. Et puis, j'ai évacué totalement cette partie de la conférence aujourd'hui. Donc ça là, vous ne la verrez pas. Peut-être 2 slides à la fin. C'est un peu dommage, mais il fallait faire un choix. Alors, nous, on va aujourd'hui présenter essentiellement une chimie de carbocation. Alors, vous peut-être reconnaissez une sorte de carbocation trityle, déjà qui a été mentionné plusieurs fois. Alors, on va s'intéresser à ces composés-là. On va s'intéresser très brièvement aussi à la formation de paires d'ions, la formation justement d'un couple entre le cation et puis son anion. Et dans le domaine de la chiralité, ça je vais en parler peut-être assez brièvement. Mais avant ça, finalement, je ne savais pas ce que serait présenté par Louis, donc j'ai fait quelques diapositives pour rappeler un petit peu ma vision rapide de d'où vient un carbocation et qu'est-ce que c'est qu'un carbocation. On a entendu parler d'intermédiaire réactionnel, avec cette notion que c'est un carbone trivalent avec 3 substituants, qui a une déficience électronique, que c'est un intermédiaire classique, on l'a vu pour beaucoup de réactions. Alors je cite que 3 réactions là, ou plusieurs réactions, les réarrangements, les C1, les E1. Le côté qui à la fois rejoint le cours de Louis et le mien, c'est le fait que tous les cations ne sont pas forcément instables, justement. Alors certains sont extrêmement fugaces, on a du mal à les observer. Alors il a fallu attendre 2013, les travaux d'Ingo Crossing en particulier, pour cristalliser justement le cation dans norbornyle, mais d'autres on peut les observer. Alors c'est là ce qu'on a entendu beaucoup les travaux de Holla, qui avait commencé d'ailleurs sur le carbocation tertiobutyle, en fait, initialement avant de se développer vers des espèces de plus en plus instables. Et puis justement, ces triarylméthyl, ces tritiles, qui sont essentiels dans la caractérisation, on a vu. Alors le lien, qui est peut-être aussi lié à une question, c'est qu'il y a un central entre la géométrie des espèces, la nature de la substitution qui va être à côté du carbone qui porte formellement la charge, sur la réactivité, puis pour nous, beaucoup sur ce qu'on appellera le devenir stéréochimique, sur la chiralité, sur l'environnement tridimensionnel, en fait, qui est autour de la charge positive. Alors, moi, voilà ma vision un peu résumée. Vous voyez qu'un certain nombre de choses qui ont déjà été couvertes par Louis. Les premiers travaux qui ont vraiment, justement, se sont concentrés sur ces espèces où on a 3 noyaux aromatiques, phényl, autour de ce carbone qui prendra la charge positive. Alors, on a entendu parler de Jack Norris, on a entendu ensuite parler de Kerman, qui était associé à Wenzel dans ses travaux, en fait, évidemment, Bayer et Williger, mais là, j'ai cité Bayer principalement, qui ont aidé vraiment à construire, effectivement, ce domaine des carbocations. Ensuite, Hughes et Ingold, encore une fois, dans leur formalisation de la substitution nucléophile et dans la chimie des carbocations de la SN1 en particulier. Weinstein, je vais en parler un petit peu plus, peut-être, on ne s'est pas coordonné, mais pour moi c'est quelqu'un très important dans le domaine. On a vu que Holla, avec ses conditions très très particulières qui permettaient vraiment l'observation directe des cations, a été absolument fondamentale. Et puis on a aussi cité Herbert Mayer sur ses échelles de réactivité électrophile. Alors ça me permet d'aller un petit peu plus vite parce que Louis a fait un tel travail. Mais je vais quand même rappeler qu'est-ce qui me permet très, disons, naïvement, de stabiliser un carbocation, parce que c'est vraiment ce que nous, on cherche à faire. Alors, il y a la notion d'hyperconjugaison qui font que les carbocations tertiaires sont plus stables que les secondaires. Alors, tertiaires, 3 groupes, en général, qu'on appelle les groupes alkyles, en fait, des chaînes de carbone autour du carbocation par rapport aux secondaires ou aux primaires. Alors, en fait, ce n'est pas le groupe en lui-même qui va stabiliser le cation, c'est les substituts apportés par ces carbones-là qui, dans l'espace, en fait, ont ces capacités de donation, en fait, dans ce qu'on appelle une orbitale P, qui possède là où on met la charge. Okay, donc ça, c'est ce qu'on dit. Alors, les phénomènes de résonance qui ont aussi été abordés par Louis, il suffit de donner des groupes qui peuvent effectivement délocaliser l'électron, délocaliser leur électron, en fait, sur le carbone à précédence qui vont stabiliser, alors les grands cations baséliques ou allyliques. Une astuce qui a aussi été en fait montrée par Louis, c'est en fait, c'est aussi de mettre la charge positive dans un cycle, et si vous comptez bien vos électrons, vous pouvez tomber sur la règle de Huckel et de l'aromaticité. Et là encore, les systèmes tropylium ou cyclopropénilium ont été développés par Louis.
Et puis, formellement, vous pouvez tout mettre ensemble. Okay. Mettre finalement plusieurs noyaux aromatiques, mais des groupes aussi qui vont être donneurs d'électrons. Donc vous avez en fait finalement tout un ensemble de participations voisines et de délocalisation de la charge. Et ça, c'est vraiment la molécule que vous allez voir quasiment pendant l'ensemble de la conférence sur laquelle on va essayer de jouer pour essayer effectivement de faire un certain nombre de choses. Alors, il y a deux choses. Louis nous a parlé de la réactivité, je vais revenir dessus. Mais moi, je suis assez intéressé par la stabilité. Il y a des vieux travaux qu'on oublie un peu, qui définit une échelle d'acidité des carbocations qui est l'échelle des pKr+. Alors, j'essaie de vous montrer ce que c'est. C'est une réaction très simple qui dit qu'un carbocation est réactif et il va réagir en particulier avec l'eau. Okay. Donc, les paires libres de l'oxygène peuvent attaquer ce carbone, former une liaison carbone-oxygène, mais cet oxygène, lui, va se débarrasser d'un proton en fait, qui était dans la molécule d'eau au départ. Et finalement, c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir définir l'équilibre donc, qui est défini par les deux composés produits divisés par le carbocation. Les carbocations, on verra, sont souvent des sources, sont des composés qui peuvent absorber la lumière. Donc il est relativement simple d'avoir par spectroscopie d'absorption le rapport entre l'alcool et le carbocation. L'acidité, bon, c'est aussi facile à mesurer expérimentalement, donc on peut définir des échelles de pKr+. Alors là, c'est juste un schéma assez simple pour vous montrer qu'on peut partir des espèces quasiment... Alors, ce n'est pas le CH5+, mais déjà le CH3+, est très, très réactif. Donc, on a une échelle logarithmique qui va de moins 43 jusqu'à plus 23, 10 puissance 60, okay, ou même 66. C'est énorme en termes de réactivité. Okay. Donc ça, je pense que c'était assez intéressant de vous donner ces ordres de grandeur pour vous montrer en fait l'ordre de stabilité. Alors, si on est un peu obsédé par la caractérisation, ce qui est mon cas, on peut se poser la question, à quel pKr+, je peux être sûr à peu près de pouvoir isoler une espèce. Et on retrouve le pH de 7, mais en pKr+, vous avez le truc neutre, vous êtes à peu près à pKr+ de 7 à 8, s'il est supérieur, si vous êtes parti de là de la courbe, vous avez une bonne chance de pouvoir isoler avec un rendement quantitatif une espèce et la caractériser parfaitement. Okay, c'est juste un ordre de grandeur. Si vous êtes Louis Festenborg et que vous êtes intéressé plus par la réactivité de ces espèces, et on le sait, vous allez vous retrouver dans cette partie de la courbe-là, et en particulier, ben c'est pas fait exprès, mais on montre le même tableau, on montre le même lien okay, avec Louis, c'est vraiment des échelles d'électrophilie et de nucléophilie. Alors comme moi je suis dans la partie carbocationique, mon principe c'était de prendre le haut de la courbe okay, du poster de Herbert Mayer, qui sourit toujours autant sur mes slides que sur les slides de Louis, et puis de montrer qu'en fait on peut avoir des espèces extrêmement réactives, des espèces qui vont devenir avec tous ces groupes donneurs de moins en moins réactives. Et donc, et là, dans ces échelles électrophilie, il y a encore 10 puissance 31 okay, de réactivité. Mais comme l'a montré Louis, ce qui est important, ce n'est pas simplement ce phénomène-là, c'est de le coupler aussi à la nucléophilie, se méfier des effets de solvant, se méfier d'un certain nombre de choses pour comprendre la réactivité. Ok, on est bon un peu là-dessus. Donc, ne sachant pas l'introduction de Louis, c'était juste pour vous rappeler une des méthodes de génération d'un carbocation. Ça va être l'ionisation, par exemple, d'une espèce tétraédrique classique, où un carbone a formellement 8 électrons de valence, 2 électrons pour chacune des liaisons. Si ces liaisons se rompent en cédant tous les électrons à ce qu'on appelle un groupe partant, vous allez former le carbocation. Donc ici, vous allez avoir les 2 électrons qui sont partis, vous avez votre espèce trivalente, et avec 6 électrons de valence, formellement autour du carbocation. Ce qui est important pour moi, c'est qu'il y a un phénomène de chiralité. Il y a une structure souvent tridimensionnelle associée à l'espèce tétraédrique de départ et qui va disparaître formellement quand on va former un carbocation puisqu'il est plan. Et s'il est plan, en fait, formellement, il n'y a plus cette espèce tridimensionnelle qui est celui de la chiralité. Donc l'attaque ensuite d'un nucléophile, on a vu, c'est ces espèces qui, eux, arrivent avec une paire libre, qui veulent redonner leur paire libre pour former la liaison finalement avec le carbone qui était déficient ici. Elle peut venir de la gauche, vous formerez cette espèce-là. Elle peut venir de la droite, vous formerez cette espèce-là. On reforme des espèces tétraédriques avec 4 substituants différents. Donc on peut former encore une fois ce qu'on appelle des carbones stéréogènes. On va former 2 espèces qui sont non superposables, images l'une de l'autre dans un miroir. Ce sont des énantiomères, avec officiellement une équiprobabilité pour ces attaques. C'est ce qu'on appelle la formation d'un mélange racémique, d'où la notion de racémisation. Parce qu'on était peut-être parti d'une espèce qui avait 100% d'un énantiomère, qu'on appelle énantiomériquement pur. Vous verrez des EE 100%, c'est ça que ça veut dire en fait en termes de chimie organique. Et là, on obtient quelque chose qu'on veut vraiment en général pas totalement éviter.
OK, en chimie organique. Bon, ça, la réalité, c'est qu'il faut se méfier, et la plupart des gens considèrent ça comme une règle absolue. Quand vous allez au laboratoire et que vous vérifiez derrière, très souvent vous vous rendez compte que cette racémisation, elle n'est pas totale. Elle peut même parfois aller dans le sens contraire. C'est très très compliqué. Et c'est beaucoup lié à un phénomène que Weinstein avait bien décrit, qui est celle d'une paire d'ions. Alors, vous avez vu, quand j'ai formé le carbocation, j'ai formé une charge, le composé positif, le carbocation, mais j'avais ce groupe partant qui était parti avec la charge négative. Or, on sait très bien qu'une charge positive et négative ne sont jamais éloignées. Il y a toujours une force entre les deux que Coulomb avait bien décrit, okay, qui font que le cation et l'anion, ils n'ont pas forcément envie d'être dissociés. Et c'est le cas si vous prenez des solvants qu'on appelle peu polaires en particulier, vous formerez des paires d'ions qu'on appelle deux contacts intimes. Je mets 3 petits points parce qu'il y a plein de notions dans la littérature aujourd'hui sur différents types de paires d'ions que je ne vais pas décrire. Mais si vous prenez un solvant qui devient plus polaire, vous baissez la force coulombique, en français je pense, entre les deux, okay, et donc vous pouvez commencer à les séparer. Bon. Et ça, on va voir que c'est très classique, et c'est une des raisons principales pourquoi justement les solvants sont si importants quand on va étudier en fait un cation qu'on ne peut jamais vraiment dissocier de son anion, et on parle même de couple. Moi j'aime bien utiliser le couple cation-anion en fait dans ce type de processus. Je vais aller très vite sur les cations non classiques, c'était plus presque pour faire la publicité pour Ilan Marek qui a été souligné, qui viendra au mois de mai devant vous. C'est une chimie totalement exceptionnelle, et vous voyez qu'on a à peu près les mêmes amours entre Louis et moi pour ce type de chimie, et Weinstein a aussi énormément contribué à ce domaine. Je crois que c'est un des premiers vraiment à avoir vraiment défini même un petit peu ce type de notion, et encore une fois, les deux héros qui ont montré qu'on pouvait observer les carbocations, soit les espèces les plus instables, c'est Georgiolax et milieux superacides, soit au contraire, il manque un E, dans un concept de cinétique moderne, pour définir justement la réactivité de ce type d'espèces. Allez, donc là je vais tricher pendant 5 minutes pour montrer un autre type d'espèce de cation, parce que en fait, les concepts qu'on développe un peu dans le groupe ne s'appliquent pas forcément que à la chimie organique, et j'aime beaucoup la chimie de coordination, en particulier en Suisse depuis Werner, où on sait que si on prend des sels de ruthénium, de fer, par exemple d'osmium et d'autres, et qu'on met des ligands tris-bipyridyl, on va avoir des auto-assemblages qui vont ressembler en fait à ce type de molécules. Alors pour mon groupe, on met ce que j'appellerais des poils. On rajoute à ce type un peu de caractère organique en mettant par exemple des groupes méthyle un peu partout. Ça les rend plus solides dans des solvants non polaires. Et ça va être intéressant pour ce qu'on a envie de faire, ce qui est le contrôle de leur chiralité, de leur configuration. Alors ce type d'espèces, là, si je les écris comme ça, elles sont plates. Mais dans la réalité, elles ont ce type de géométrie. Et ça, c'est encore une géométrie tridimensionnelle chirale, dans le sens où elles vont exister sous deux formes énantiomères. Alors, je ne sais pas si vous voyez ça, c'est une hélice qui va vers la gauche. Ça, c'est une hélice, pour moi, si je me mets selon l'axe d'ordre 3 qui est ici, je tourne dans ce sens-là. C'est ce qu'on appelle, en chimie de coordination depuis Werner, une hélice lambda. Okay, et puis son énantiomère, celui qui tournera dans le sens contraire, c'est l'hélice delta. Alors, pour les complexes de fer, pour des raisons qui sont un petit peu complexes, bon, mais Valérie pourrait nous expliquer très très bien, on a ce qu'on appelle une labilité configurationnelle, c'est que les deux énantiomères s'interconvertissent en solution. Alors, ce qui est intéressant pour moi, c'est que c'est lent à l'échelle de temps de Riemann, qui est une technique classique, mais quand même rapide en solution. Et en gros, on ne peut pas contrôler cette configuration, sauf si on se souvient, en fait, que le composé est chargé positivement. Alors, encore une fois, au départ, on va avoir une équiprobabilité 50-50 entre ces deux espèces qui s'interconvertissent librement en solution. Mais si je mets maintenant un contre-ion, si le X- qui s'associe avec ce système-là est un anion chiral, et s'il est là, est-ce qu'il va pouvoir me changer un peu les choses? Alors s'il est très très loin et qu'il est séparé par le solvant, il ne va rien se passer. Mais si je commence à rapprocher ces anions du cation, en fait, former cette paire d'ions intime que je veux faire, ça je le fais en baissant la permittivité du solvant. Je prends pas un solvant polaire, un solvant non polaire. Est-ce que j'ai une chance finalement de former des espèces qui n'auront pas la même énergie, de déplacer l'équilibre vers une espèce? Dans le dichlorométhane, on sait, nous dans le groupe, qu'on a un mélange 9 pour 1,
Et même dans le chloroforme, on a un mélange 99 pour 1, on a une seule espèce en solution. Il y a des spectroscopies, comme ce qu'on appelle le dichroïsme circulaire électronique, qui est de l'absorption simplement, où au lieu de mettre une lumière classique, on met une lumière circulairement polarisée. Alors, vers la gauche, puis vers la droite, on fait la soustraction. Et cette soustraction peut nous donner des informations sur la structure stéréochimique des composés. Et on voit que si j'ai mis un anion qu'on appelle delta, justement une hélice droite, eh bien, la signature ici du complexe d'absorption est celle d'un complexe delta. D'où la notion de, vous m'entendrez souvent parler de homochiralité, c'est quand je mets deux espèces différentes mais qui ont la même configuration absolue, l'anion delta a induit une configuration delta sur le cation. Alors ça, c'est des vieux travaux du groupe, certains d'entre vous, même beaucoup d'entre vous, n'étaient pas nés, mais récemment, on a décidé de reprendre tout ça avec des techniques de spectroscopie qui sont qu'on appelle ultra fast, super rapides, de l'ordre de la picoseconde à la nanoseconde. Et si on fait ça, maintenant, on peut voir en fait toute la dynamique en fait, du phénomène de ce qu'on appelle le spin crossover en français. Et puis, moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il y a deux grandes classes de mécanismes pour provoquer le changement de géométrie de ce type d'espèce. Il y a le ray dot ou le Baylor twist. Donc, du coup, comme on pouvait suivre dans le temps toute la géométrie en fait, d'échange, on pouvait démontrer finalement que c'était l'un et pas l'autre. Ces composés qu'on peut même avoir sous forme désordonnée, sous forme de sel, on peut aller vers des synchrotrons de nos jours pour regarder, par exemple, leur réponse à des rayonnements même à 7,1 électronvolts. Et dans les rayonnements synchrotrons, il y a beaucoup de rayonnements qui sont maintenant polarisés. Alors, à Soleil, vous avez des choses extraordinaires. Alors, en Suisse, au PSI, on n'a qu'une beamline qui est polarisée linéairement, mais ça a permis de suffire pour démontrer même des phénomènes assez complexes qui sont plus proches de la physique que même de la chimie, où vous prenez des électrons 1s jusqu'au niveau qu'on appelle multiscattering, et on voit des différences justement en fonction de l'énantiomérie même du complexe. Et bon, voilà. Bon, mais ça, c'est autre chose. Revenons donc aux carbocations. Et on va s'intéresser à cette famille-là, alors que certaines personnes appellent les diméthoxyquinacridinium ou DMQA. C'est des travaux qu'on a essayé de résumer avec, pour moi, une des personnes fondatrices qui s'appelle Bo Lorsen, qui est professeur à Copenhague. Il y a de nombreuses contributions, donc Bo, que j'ai signalé, je vous raconterai de nouveau une histoire. Beaucoup de personnes travaillent aussi dans ce domaine, et c'est comme tout, un domaine se crée avec toute une communauté, donc je voulais vraiment mentionner toutes ces personnes-là dès le départ. Alors, nous, peut-être, ce qu'on s'intéresse le plus à faire, ça va être de contrôler les propriétés de ce type d'espèce, et surtout par des phénomènes qu'on appelle en anglais late stage functionalization. On va essayer de faire de la fonctionnalisation après avoir conçu l'espèce. Souvent en chimie organique, quand on veut modifier une espèce, on prend les building blocks, on prend ces unités fondamentales de la matière et puis on les assemble, puis on fait l'espèce. Et alors, si je veux avoir plein d'espèces, il faut que je change toutes ces briques moléculaires, tous ces Legos, en les associant les uns avec les autres. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est d'avoir déjà la maison construite de toutes les briques, et puis rajouter après les fenêtres. Vous imaginez faire les modifications après, non pas avant. Okay, c'est ça qui nous a beaucoup intéressés. Alors, même si on est intéressé par décorer la maison, il faut déjà la construire. Alors, comment est-ce qu'on la construit ? Eh bien, on va la construire en général en une journée ou 2-3 jours dans le laboratoire, sur des échelles de 20 à même à 40 grammes, en fonction de ce qu'on prend comme précurseur. Alors, le précurseur, c'est ce 1,3-diméthoxybenzène qu'on va lithier avec des réactifs classiques pour nous, qui sont du butylithium avec du TMEDA. On fait l'ortholithiation. Et on va utiliser un excès, 3 équivalents de cette espèce-là, sous cette forme soluble de CO2, c'est celle qu'on préfère utiliser au laboratoire. Il y a une première attaque nucléophile qui forme un ester, une deuxième attaque qui forme une cétone, puis la troisième attaque va vous former cet alcool tertiaire. Et puis, ce que Louis a montré, c'est que dans des conditions acides, on peut protoner cette fonction hydroxyle, provoquer le départ d'une molécule d'eau, et ça génère le carbocation. En fait, c'est intéressant. Donc, on n'isole pas ces espèces au laboratoire. Et en fait, n'importe quel acide, même des acides très faibles, suffit pour former ce carbocation. Donc, X- ici, c'est le contre-ion de l'acide qu'on va utiliser. Si c'est l'acide acétique, ce sera l'acétate. Si c'est le trifluoroacétique, ce sera le trifluoroacétate. En général, on utilise HBF4- pour avoir des contre-ions, par exemple BF4- ici.
Alors une fois qu'on a ça, et ça ce cation était connu de la littérature depuis longtemps, arrive la chimie de Bo-Lorsen, et Bo-Lorsen était le dernier thésard de, son nom va me revenir, une personne qui au Danemark était le père des TTF, et il avait eu un sujet de thèse qui était fabriquer encore un TTF de plus. Bon, bref. Et puis, il avait une idée qui était, on pourrait peut-être faire des dérivés un peu différents, etc. Et puis, son chef lui avait dit à l'époque, oui, tu peux travailler là-dessus pendant le week-end. Okay. Bon. Et il a travaillé pendant le week-end, et puis il a voulu soumettre un papier à Angewandte en 2000, et puis son chef lui a dit, c'est ton travail, vas-y. Donc, Krebs, c'est le cristallographe, il était thésard, il a soumis en tant que thésard un papier, il a été accepté dans Angewandte. Bon, c'est assez rare de nos jours, mais c'était vraiment ses idées. Et puis il continue à travailler sur le sujet maintenant. Alors, qu'est-ce qu'avait eu comme idée Bo-Lorsen? C'était de réaliser que parce qu'on a la charge ici qui est électroattractrice, ces positions carbone-oxygène sont activées pour des attaques nucléophiles. C'est un petit peu ce que Louis a montré sur ces composés perfluorés à la fin. C'est que l'azote peut attaquer ici parce que la double liaison peut se délocaliser et puis la double liaison va reprendre sa place et va éliminer du méthanol. Et puis une fois que j'ai l'azote là, je peux continuer la réaction pour former le 6 et former un acridinium. Et ça se passe à température ambiante, ça se passe très bien. Si vous voulez continuer à substituer les deux autres groupes méthoxy, par contre, il faut chauffer. Dans le laboratoire, ça prend à peu près 1 heure, 1 heure et demie avec un large excès d'amine. On peut substituer 2 autres méthoxy par l'azote, et puis la réaction s'arrête là, parce qu'à chaque fois, on forme un carbocation plus stable, donc en fait, les réactions s'arrêtent. Alors, Bo, lui, ce qui l'intéressait, c'est même continuer, il veut planériser la structure et continuer à aller un peu plus loin. Nous, dans notre groupe, on s'est arrêté là, parce que, contrairement à la publication initiale qui présentait cette molécule sous forme planaire, on s'était rendu compte, il y a très longtemps déjà, vous voyez, que cette molécule devait être hélicoïdale, que ces groupes méthoxy qui étaient à la fin ici devaient se répulser, ils ne pouvaient pas occuper la même zone d'espace. Et donc, ça crée une chiralité qu'on appelle une chiralité hélicoïdale, avec soit une hélice droite, qu'on appelle une configuration P, soit une hélice gauche de configuration M. Et là, c'est une structure, effectivement, cristallographique, c'est la première qu'on a pu avoir, avec ces deux groupes méthoxy qui sont vraiment éloignés l'un de l'autre, à peu près 2,8 angstrom. Okay, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà suffisant pour créer, en fait, cette asymétrie. Alors, il y a, en chimie organique, des tics, des tocs. Tout le monde pense que quasiment la première structure hélicoïdale la plus stable configurationnellement, ils n'ont pas totalement tort, c'est ce qu'on appelle un cis-hélicène. C'est 6 noyaux aromatiques orthofusionnés qui vont toujours avoir cette répulsion entre les noyaux terminaux. Et effectivement, il faut beaucoup d'énergie, par exemple, pour pouvoir en fait, faire passer d'un énantiomère à l'autre, etc. Mais regardez nos petits composés, en fait, ils sont assez exceptionnels. Ils ont des barrières d'énergie même supérieures aux 6 hélicènes. Et ça, si vous êtes intéressé, je vous raconterai un petit peu. Donc, c'est des 4 hélicènes, 4 noyaux, en fait, fusionnés, 2 groupes méthoxy pour assurer la distinction, et c'est ce qu'on fait. Alors, quand on a des espèces chirales, ici, et des énantiomères, on se pose toujours la question du dédoublement. Et puis, on en parlait encore ce matin avec Louis et Virginie. Et les grandes méthodes aujourd'hui sont des méthodes chromatographiques pour séparer des énantiomères. Mais c'est bien quand on veut séparer des milligrammes, quelques milligrammes pour faire une étude, voire une centaine de milligrammes. Alors dans l'industrie, ce n'est pas vrai. L'industrie arrive maintenant de plus en plus à monter au kilo. Et c'est très important dans les études, par exemple, médicinales, quand on doit maintenant toujours tester les 2 énantiomères quasiment d'une molécule synthétique, même si ce ne sera qu'une seule qu'on va fournir, il faut avoir cette capacité. Donc les industriels vont vous faire des synthèses racémiques, séparer les 2 énantiomères, puisque la Drug Enforcement Agency, la DEA aux États-Unis, vous l'impose. Mais autrefois, et en particulier dans cette maison, avec l'école de Horo, de Jacques, monsieur aussi Vigneron, il y avait une culture de la chiralité du dédoublement qui était exceptionnelle. Alors le dédoublement, c'est en fait le fait souvent d'accrocher une copule chirale, de former des diastéréisomères. Alors, ces carbocations-là, vous verrez que tout juste à la fin de la conférence, en fait, qu'ils sont effectivement très peu électrophiles. Mais si je forme un carbanion suffisamment nucléophile, je vais pouvoir attaquer au centre.
J'ai un soufre qui est stéréogène, la forme hélicoïdale est stéréogène, j'ai des diastéréoisomères. Et ce qui est assez extraordinaire, en tout cas pour nous, c'est le niveau de séparation quand on va éluer ces espèces-là sur silice. On peut séparer cette espèce de cette espèce-là. Et une fois qu'elle est séparée, il fallait en fait découvrir un moyen pour couper cette copule chirale que j'avais ajoutée. Et là, on a inventé une réaction qui est en fait la fragmentation de Pummerer. Alors, je ne vais pas vous donner trop de détails, mais normalement, quand on va mettre un électrophile ou un proton sur l'oxygène qui est lié au soufre, on va provoquer la fragmentation à la liaison SO, mais ce soufre va donner les électrons que s'il en reçoit 2 en retour. Et 99% des réactions en chimie organique, ce qui est simple, c'est de perdre un proton. Mais regardez la stabilité de ces carbocations. Souvenez-vous, il fallait être au-dessus de 7 ou 8. C'est des composés incroyables, c'est plus 19. Ils sont 100 000 fois plus stables qu'un proton en solution. Donc, quelle est la liaison qui se fragmente? Eh bien, c'est la carbone-carbone, la carbone-hydrogène. Et on récupère le carbocation énantiomériquement pur avec, bon, certes, 50% de rendement, mais c'est pas mal. Et l'autre tâche vous donne l'autre énantiomère. OK? Donc voilà, donc ça, c'est les travaux de base qui nous ont permis pendant des années de travailler là-dessus. Et là, je vais vous raconter 4 histoires, 2 qui ne sont pas publiées, donc liées à ce type de réactivité. Alors, la première histoire, c'est qu'un cation de ce style-là est un nucléophile. Un quoi? Un cation est un nucléophile. Oui, je vais vous convaincre que ces espèces-là ne veulent pas attirer des électrons, ils veulent en donner. Bon, ça c'est la première chose. Louis dit que je ne vois jamais les molécules comme les autres. Voilà, donc nous, on est intéressés par attaquer, et puis c'est cette position-là qui est favorisée. Dans les conditions de George Olah, justement, les conditions superacides, eh ben, il y a des phénomènes de migration, et ce que je mets là, ben, il va se retrouver là, voire même 2 fois là. Donc ça, c'est un peu marrant ou pas, ça, je ne veux pas vous le présenter. Voilà. On va beaucoup s'intéresser à comment mettre des substituants dans ces positions ici, qu'on va appeler para de la charge positive. Mais peut-être qu'en guise d'introduction, je vais vous montrer finalement la fusion de notre chimie de ces espèces cationiques tritiles avec la chimie des cis-hélicènes classiques. Parce que ces molécules ont la capacité d'attaquer en fait des électrophiles vers le haut et de recevoir les nucléophiles par le bas. Donc ça, c'est un peu marrant. On peut avoir des molécules qui sont un petit peu différentes. Alors, je ne vous montre pas comment on fabrique ce cation, mais c'est... Alors, quand on a l'habitude, en 1 semaine ou 2 semaines, on arrive à fabriquer même 10 grammes de ces espèces, 5 à 10 grammes de ces espèces-là au laboratoire. Et puis, on a trouvé des conditions assez affreuses, hein, certes, mais qui sont totalement reproductibles, qui nous permettent, par exemple, de fermer ces cycles-là avec des oxygènes ou avec un azote supplémentaire, voire même avec 2 azotes. Et donc, on fabrique 3 classes d'hélicènes. Et ça, c'est le premier exemple de late stage functionalization, puisque à partir d'un seul intermédiaire, j'ai 3 espèces qui sont en fait très différentes. Et là, je vais introduire la notion vraiment de ce qui nous intéresse, c'est un peu la couleur des composés. Donc, la réponse à l'absorption de la lumière, c'est le spectre que vous voyez ici en ligne continue. Et puis surtout le fait que ces composés vont pouvoir fluorescer, et ils vont pouvoir fluorescer avec un certain nombre de propriétés. Il y a le temps de vie de fluorescence et puis le rendement quantique. Alors là, ce n'est pas extraordinaire, mais quand je mets un azote, je me rends compte que je déplace de plus en plus vers le rouge, voire l'infrarouge proche, et puis avec le diazote, là, comme terme de pont, je commence à avoir finalement à la fois une absorption à relativement basse énergie, mais surtout, en fait, des propriétés optiques qui deviennent intéressantes, en particulier pour la biologie. Quand vous commencez à avoir des propriétés optiques dans l'ordre de 10 nanosecondes et supérieurs, c'est très intéressant, et puis surtout des rendements quantiques de l'ordre déjà qui ne sont pas négligeables de 20%. Alors, là encore une fois, vous voyez comment les substituants vont pouvoir influencer sur la stabilité des composés. On voit toujours les oxygènes comme des groupes donneurs. Pour nous, ce n'est pas si donneur que ça, puisque ça nous donne une valeur de pKr+, assez à la limite de ce que je recherche. Mais vous allez voir, je vais l'exploiter tout de suite. Si je mets des azotes, et 2 oxygènes pour 2 azotes, vous voyez, je gagne une stabilité absolument incroyable dans ce genre de structure. Alors, juste pour me corréler par rapport au héros de la chimie organique, Ron Breslow de Columbia,
Vous voyez, ça c'est un cation très très célèbre, le triphénylcyclopropénium, c'est 3, son pKa+. Les dérivés de MOS qui a été aussi cité par Louis, avec les cyclopropies qui sont très donneurs, c'est 9. Donc vous voyez comment on est stable avec ces structures, voilà, trityle plus ces ponts que j'ai créés qui vont stabiliser la structure. OK? On est bon? Alors, ça, dans le labo, on adore faire de la chimie en une seule étape de synthèse. Et on passe beaucoup de temps, parfois des années, pour faire une seule étape. Hein, c'est un peu bizarre, mais... Et voilà une réaction que j'appelle une self-immolation. Une auto-immolation. Je ne sais pas comment dire en français. Bon, bref. Donc, tout ce que je fais, c'est que je mets le cation dioxohélicène en présence, par exemple, de ce qu'on appelle d'une amine tertiaire, ça peut être la triéthylamine ou la base de unique qui est là, et je forme en fait ce composé-là. Alors ça, c'est un couplage entre ce carbone non fonctionnalisé CH, et on va voir ce carbone finalement non fonctionnalisé ici, et ça, normalement, c'est un couplage oxydant. Comment ça peut marcher? Je vais vous montrer comme ça. Et puis, on va voir que finalement, ce qu'on peut faire même de plus simple, c'est de partir d'une énamine, et puis là, encore une fois, simplement en chauffant, je vais être capable de faire le même type de dérivé, voire même d'additionner 2 fois ce type de composé. Et je vais vous montrer pourquoi c'est intéressant. Alors, cette réaction, elle est très amusante à suivre, en particulier en RMN. Alors, je regarde, par exemple, des hydrogènes qui seraient sur cette amine, et en fait, je me rends compte que petit à petit, je vois que dans le temps, la concentration de cette amine disparaît. Pourquoi? Parce qu'elle se fait oxyder par ce composé qui est un oxydant, et Louis a rappelé que les cations tritiles dont nous avons montré la bouteille sont des oxydants, et donc ils peuvent arracher un hydrogène du système, en fait, et les accepter sous forme d'hydrure, ici, pour former une liaison CH. Donc là, c'est le contraire de ce que vous avez montré, Louis. Louis, vous avez montré qu'on peut partir du CH pour former le cation. Moi, je fais le contraire. Donc je prends mon cation et je forme le CH. Alors cette espèce-là, on ne la voit pas en RMN. Pourquoi? Parce qu'elle réagit immédiatement sur un deuxième équivalent du cation, mais en tant qu'électrophile. Et pas au centre où on a toujours envie de vouloir réagir. Elle va beaucoup plus loin, elle va dans cette position qui est para, et vous formez la liaison entre le carbone ici, ce carbone-là, vous formez cette liaison carbone-carbone ici. Alors, ça, encore une fois, c'est une espèce qu'on ne voit pas. Pourquoi? Parce qu'elle est très mécontente, cette molécule a un caractère aromatique, mais là, j'ai formé un carbone tétraédrique qui a rompu, en fait, cette belle stabilisation supplémentaire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais utiliser un troisième équivalent du cation pour réioniser cette espèce sous forme cationique pour former ce produit-là. Et là, quand j'ai une base, comme l'excès de la molécule, je peux déprotoner et transformer ce qu'on appelle un iminium en énamine, avec une très belle délocalisation, finalement, de cet atome d'azote sur le cation, qu'on peut voir aussi, qui donne une structure très plane, en fait, à la fin. Ce qu'on fait, c'est qu'on a essayé, bien sûr, de voir si on pouvait être catalytique en cation. En fait, ça devient tout de suite compliqué quand je mets la lumière. Donc, le mieux, c'est d'isoler les 60% finalement d'espèces réduites, en fait, et pour reformer le cation. Parce que normalement, si c'est bien suivi, j'aurais eu 33%. Non, il y a un peu de réoxydation dans l'air, mais pas tant que ça. Alors, ce qui est intéressant pour nous, c'est que ce que je vous avais montré initialement dans les propriétés du cation dans un spectre qui était rouge autrefois, en fait, il est là, ce cation de départ. Mais quand je mets un groupe qui est donneur, ce que nous, on sait un peu, en fait, on va favoriser en fait, la délocalisation des électrons, le rapprochement aussi des niveaux énergétiques entre les niveaux remplis d'électrons et les niveaux qui sont vides. Ça provoque un déplacement des spectres vers le rouge, et puis aussi une meilleure capacité globale à absorber. Et puis quand on arrive vers ce genre de dérivés, on commence à avoir des exaltations en fait, de l'absorption. C'est quasiment 10 fois plus important. Okay, et puis surtout, des absorptions qui se font uniquement dans l'infrarouge proche. Ça, c'est très intéressant. Je n'ai pas besoin de dire à notre ami ici du professeur Duboul qu'effectivement, des composés comme Sci5, Sci7 sont très importants pour la biologie à l'heure actuelle et pour la détection, en fait, essentiellement. Et sont très faiblement fluorescentes. Mais ce qui nous a intéressé quand même, c'était de voir pour des composés, encore une fois, en une seule étape de synthèse, quelles seraient les propriétés électroniques. Alors là, on s'est intéressé à voir comment, en rajoutant ce groupe, comment on allait perturber le spectre électronique ou la délocalisation électronique en fait, de la charge positive ou globalement des électrons sur ce système. Et on voit qu'il y a une très bonne communication qui réarrange pour ces molécules-là, effectivement,
les propriétés de communication en fait, entre les noyaux ici et le centre. Et puis ici, on a une délocalisation totale. Ça, c'est ce qu'on appelle une cyanine. C'est vraiment un caractère qu'on recherche justement en termes de propriétés optiques des colorants. Et puis, ce qui nous permet finalement d'avoir une réponse à l'absorption justement différentielle de la lumière circulée polarisée, qui est non négligeable en fait dans des domaines en fait qui sont relativement difficiles à atteindre en fait en termes d'absorption. Ok, voilà une petite histoire. Voilà. Mais on peut faire plein de choses avec ces molécules, comme je vous ai montré, mais finalement c'est quand même 5, 6, 7 étapes de synthèse. Pour beaucoup de groupes, c'est bien. Ok, mais pour mon groupe, c'est déjà trop. Okay. Alors, on s'est dit, comment arriver tout simplement à fonctionnaliser cette molécule de départ. Et puis, quand je dis mon groupe, c'est beaucoup de gens. Puis Beau, et puis Rainer Hergas, plein de gens, Jesse Siegel. On s'est tous cassé les dents sur une notion qui est qu'on voyait des mélanges et des mélanges de produits assez infâmes. Et il a fallu beaucoup d'années, 10 ans, pour que je me rende compte que, en fait, dans ces mélanges infâmes, c'était des mélanges qui étaient liés non pas à une monoréactivité, mais une polyréactivité. Ces espèces sont tellement nucléophiles qu'avec des agents d'halogénation classiques électrophiles, certains ont été cités d'ailleurs par Louis, on a une première attaque, mais ces molécules continuent à attaquer une deuxième fois, troisième fois, et puis ça fait des mélanges infâmes. Donc si on voulait quelque chose de propre, il fallait s'assurer que le premier substituant tue la réactivité suivante. Donc il fallait mettre des groupes qu'on appelle très attracteurs d'électrons, comme des iminiums qui s'hydrolysent en aldéhyde. Alors après, on peut les transformer, ou des groupes nitro, c'est vraiment quasiment ce qu'on peut faire de mieux en chimie organique. Donc je peux introduire un groupe nitro là, et donc ça, on obtient des produits très propres, avec régiosélectivement, il y a une seule position qui est activée, et puis après qu'on peut retransformer derrière. Alors je vais vous montrer juste une application qui m'amuse beaucoup. C'est comment on peut aller vers une certaine forme de biologie récemment. En transformant l'aldéhyde en fonction acide carboxylique, je fais un ester ou un amide derrière, donc ça c'est un oxygène ou un azote. Et puis là je mets finalement un dérivé qui ressemble au squalène, et c'est tiré du squalène en fait, et ça provoque, quand je fais précipiter quel que soit le contre-ion, c'est pour ça que je ne le mets pas, quelle que soit la charge négative, on peut précipiter ces molécules-là sous forme de lipides droplets. Droplets, liquide, gouttelettes liquides, merci. Voilà. Et qui ont des tailles très très précises de l'ordre de 100 nanomètres, okay, et qu'on peut charger avec n'importe quel contre-ion. Elles ne font pas c'est mal rythmique, voilà, c'est vraiment du mal. Elles ne changent pas de taille au cours du temps dans des milieux, donc ça c'est un petit peu étonnant. Et puis ça c'est la variation de ce qu'on appelle de la gerbe qui est vraiment constante. Donc récemment, avec Sébastien Ulrich et puis Mireille Barbeillou, on a même pu montrer qu'on pouvait transférer au sein de la mitochondrie du siRNA, en fait, en passant les différentes barrières. Il n'y a pas, a priori, dans le cytoplasme non plus d'informations. Alors, et là, j'étais ravi quand Louis nous a montré la photo de Junichi Yoshida et son concept de cation pool, où il a rappelé finalement qu'une des meilleures manières de former un cation, c'était de l'oxyder, okay, d'oxyder une espèce. Parce que très rapidement, quand on réfléchissait à quel serait l'électrophile qu'on pourrait associer à ce genre de molécules, j'ai dit à mon groupe, le meilleur électrophile serait l'espèce de départ. Et ils m'ont tous regardé un peu bizarrement en me disant, mais ça c'est un nucléophile. Alors je dis, oui, mais ça c'est un nucléophile qu'on peut oxyder. Est-ce que je peux oxyder, est-ce que je peux retirer un électron de cette molécule et lui faire le radical dication? Alors là, déjà, ça commence à faire bizarre. Hein. Bon, c'est pas grave, on va le faire. Alors là, c'est la projection en 2D de cette molécule-là. L'énantiomère M, il est là. Cette liaison qui était au-dessus, elle est au-dessus, et je mets la liaison en dessous en gris. Hein. C'est une manière un peu c'est la projection 2D de ma molécule, okay, de mon hélicène. Donc en fait, j'ai deux fois cette molécule, et je vais prendre un oxydant à base d'iode, okay, d'ailleurs que Yudin utilise lui-même beaucoup, dans un solvant classique, dichlorométhane, 20 minutes, et je me pose la question, est-ce que je peux créer une liaison entre, finalement, ces deux espèces? Alors l'idée, ça va être d'oxyder la moitié pour former, du coup, le radical dication, et je vais localiser, en fait, ici, sur ce cycle-là, on va dire, l'espèce oxydée.
Alors, dans la réalité, quand on fait des calculs et on regarde la densité électronique de spin associée à cette espèce-là, on se rend compte que il y a pas mal de carbones qui sont activés, mais finalement, les deux carbones les plus activés sont celui-ci et celui-là. Donc ça, celui-ci devrait être électrophile, celui-ci est nucléophile, paf, je devrais pouvoir faire une attaque. Alors là, je suis un peu mécontent parce que j'ai rompu l'aromaticité, mais c'est simplement ce qu'on appelle un intermédiaire de valence, donc hop, je perds un proton, je réaromatise. Ici, c'est quoi? C'est un radical que je peux réoxyder. On a vu que c'était même assez facile à faire. Je reformerai le cation, hop, je perds le proton. Je devrais former simplement un dimère du cation en une seule étape de synthèse. Est-ce que ça marche? Oui, avec 35 à 60%. En fait, dans la réalité, ça dépend du contre-ion. Et ça, c'est assez étonnant parce que les espèces de départ sont toutes solubles, dans les concentrations qu'on utilise, mais avec BF4-, j'ai 35% de rendement, PF6, j'ai 60% de rendement, pourquoi pas, et j'obtiens deux produits. Le premier produit qu'on isole en chromatographie, au début c'était difficile de former des cristaux, mais on a réussi en mettant des groupes nitro dessus à fabriquer des espèces, et je vous les montre. Donc ça, c'est l'énantiomère qu'on appelle l'hélice gauche, ici M, avec l'hélice gauche qui est ici. Donc on a bien ce composé-là qui est bien et bien caractérisé et qui permet aussi de définir la configuration, la distorsion, le twist qu'on a entre ces deux noyaux aromatiques. Alors ce qui nous a énormément plu, c'est que cette molécule-là, il y a un secret qui est assez, que je ne cache pas, mais qui en termes de chiralité, cette molécule absorbe la lumière, mais sa réponse asymétrique à la lumière est très très faible. C'est pas bon. En général, dans le domaine, maintenant, si on veut publier, ou même si on est intéressé par des propriétés, il faut au minimum être à 10-3, et si on peut être à 10-2, tant mieux. Donc ça, c'est pas excellent. Par contre, en faisant simplement la liaison de cette molécule avec une autre, j'augmente finalement cet facteur de dissymétrie par un facteur 30. Et ça, c'est très très bon. Une liaison, facteur 30 d'asymétrie, très bien. Alors là, pour les bonnes raisons par rapport à ça, il faut voir les travaux de Tadashi Mori. Je serais ravi de vous répondre à vos questions, c'est génial, mais il me faudrait une demi-heure pour couvrir la question. Alors, tout va bien. J'ai des espèces qui peuvent être très propres, que je peux isoler. Ça, c'est la partie aromatique de ces gens que vous posez en RMN. Tout va bien. Et puis, vous êtes excité, vous mettez un deuxième collaborateur sur le sujet. Alors ça, c'est bien. Puis, il y a un collaborateur qui vous donne des specs comme ça, et un autre collaborateur qui vous donne des specs qui ressemblent plutôt à celui-là. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas tout à fait la même chose. Et puis vous vous rendez compte qu'un collaborateur évapore ses solvants à température ambiante, et puis l'autre, il a mis son bain de ce qu'on appelle un rotovap à 50-60 degrés pour aller plus vite. Et puis vous vous dites, et puis vous vous dites, est-ce que ce composé est si stable que ça? Et puis on s'est mis à le chauffer à 60 degrés, et on voit que petit à petit, on voit apparaître un signal. Et au bout de 12 heures, on a un mélange 1 pour 1 de ce composé-là et ce composé-là. Et ça, c'est assez étonnant, parce que pour ceux qui sont intéressés à la chiralité et à la chiralité associée à des liaisons biaryles, on sait en général que quand on n'a que deux substituts en ortho, on a une dynamique, le système va s'auto-arranger. Donc on pensait que ça, c'était la forme la plus stable. En fait, la forme la plus stable, c'est celle-là, qu'on est capable de totalement en fait, bouger après avoir chauffé 2 heures à 120 degrés, et on peut utiliser ce composé-là, qu'on peut aussi du coup isoler. Et ça a une réponse, c'est différent, c'est une réponse bien sûr optique différente. Et donc je peux avoir un isomère cinétique et puis un isomère thermodynamique pour des composés biaryles, c'est qu'il y a une certaine originalité dans le domaine. Et puis pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé, on peut cristalliser aussi l'autre composé. Donc là, c'est toujours l'hélice gauche ici, l'hélice gauche ici. Et la stabilité thermodynamique provient essentiellement de cette proximité et des forces de London entre les deux. Donc voilà. Maintenant, on peut faire aussi, alors là, de la luminescence circulairement polarisée. On a vraiment des valeurs qui deviennent assez exceptionnelles maintenant pour des petites molécules. Et on est excité par tout ça et on devrait soumettre la publication. Alors, non seulement je fais une conférence au Collège de France, je propose des résultats non publiés, mais je vais proposer à toute la communauté de réfléchir du coup avec moi, comme c'est filmé, sur une question que je ne comprends pas depuis au moins 5 ans. Et ça, je trouve ça assez intéressant parce qu'en tant que scientifique, il faut aussi dire là les choses qui vous vraiment créent un problème. Alors, donc, première chose, c'est que le rendement dépend du contre-ion.
Et puis même, en fait, la diastéréoisomérie, le fait que j'ai deux molécules différentes, parce qu'en fonction du contre-ion, je n'ai pas le même rapport lors de la synthèse. Donc le contre-ion, le PF6- ici, va même changer. Alors vous allez me dire, je passe de 6 pour 1 à peut-être 9 pour 1, mais c'est quand même beaucoup en termes d'énergie. Donc la synthèse dépend du contre-ion. Mais pire, c'est si je fais maintenant la réaction en série racémique, vous allez voir. Alors en série racémique, en particulier ici, au Collège de France, on sait que je peux avoir des choses très différentes. Alors pourquoi? Parce que comme je suis en série racémique, j'ai à la fois la forme P et la forme M, la forme M et la forme P dans le milieu. Donc les deux formes M peuvent se coupler ensemble, les deux formes P peuvent se coupler ensemble. Okay. Il faut me donner encore une fois un mélange racémique, certes, mais j'aurai ça. Mais je peux former un truc qu'on appelle une molécule méso. Alors depuis Pasteur aussi, en France, on est particulièrement sensible aux molécules méso, bien sûr. C'est une molécule en fait qui est achirale, parce qu'elle aura au sein de sa structure les deux configurations opposées. Donc on s'attendait à un mélange infâme, et c'est pour ça qu'on avait fait tout en serré optiquement pur. Mais en fait, que quand on fait l'analyse des spectres, on ne voit aucune trace du méso. Alors ça, quand on vous dit ça, et votre thésard vous dit ça, vous dites, bon, allez, on va vérifier ça. Et puis on a fait une petite réaction amusante. On a mis deux molécules différentes qu'on peut distinguer en spectre de masse, parce que les chaînes ici ne sont pas les mêmes, donc ils ont des masses différentes. Donc le produit ici, je le verrai avec cette masse-là, ce produit-là, je le verrai à cette masse-là. Mais si ces composés qui ont la même configuration se couplent ensemble, eh ben, j'aurai un rapport quasiment 1 pour 2 pour 1 dans les produits finaux, c'est ce que je vois. Alors la vraie démonstration, c'est de faire un mélange que j'appellerais pseudo-racémique, où je mets deux composés qui ont des configurations absolues opposées. L'hélice droite, l'hélice gauche toujours, l'hélice droite. Je les mets ensemble. Si uniquement les hélices gauches peuvent se former, ils vont se former. Si uniquement les hélices droites peuvent se former, ils vont se former. Mais si je n'ai pas de méso, je ne peux pas le voir. Donc cette réaction s'auto-reconnaît, ne voudra coupler uniquement, est complètement narcissique, elle ne veut que se coupler avec lui-même. Okay. Bon, alors peut-être qu'il y a plein de gens comme ça, mais bon, bref. Alors, ça c'est la première chose. Deuxième chose, vous vous souvenez que le PF6 c'était ce qu'il y a de mieux en série optiquement pure. Et bien là, en série racémique, seul le BF4- marche. Et puis alors là, il y a toute une série de contre-ions, hein. C'est celui-là. Pire, je pars de 100% de PF6, je fais des mélanges de PF6 et de BF4-, et je me rends compte que même 10% de BF4- me donne la moitié du rendement. Ou je peux partir de 100% de PF6, je rajoute même un sel différent de BF4-, un contre-ion ammonium, j'ai quasiment le rendement global. Donc le contre-ion BF4- est catalytique dans cette oxydation. Bon, si quelqu'un a la réponse, ou si quelqu'un le voit en ligne, s'il vous plaît, donnez-moi la réponse. J'aimerais bien publier ces travaux. On va publier la série optiquement pure, bien sûr, très prochainement. Alors, maintenant, je vais passer encore un petit peu plus loin, et puis on va peut-être s'arrêter après. C'est de vous montrer qu'en fait, que la couleur de tous ces composés, à la fois l'absorption et l'émission, elle est encodée essentiellement par des niveaux électroniques qu'on appelle des orbitales spécifiques. C'est l'orbitale moléculaire qui est la plus haute remplie d'électrons, qu'on appelle la HOMO en anglais, ou la OH. HO en anglais, je ne sais plus, la HOMO on va dire en français même. Et puis celle qui est juste au-dessus, qui va accepter les électrons quand on va exciter avec de la lumière, qu'on appelle la LUMO ou la base vacante en français. Alors, regardez un peu ce qui se passe. Quand j'ai mis mes substituants dans ces positions-là, que ce soit l'autre noyau aromatique ou l'aldéhyde ou le nitro, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis le substituant là où il y a un coefficient pour la HOMO et là où il y a un nœud pour la LUMO. Donc qu'est-ce que je fais? C'est que je vais jouer du coup sur le niveau électronique de la HOMO. Ok, hop, il me manque un truc. Bon, je vais jouer sur le niveau électronique de la HOMO et puis pas sur la LUMO. Or, sur un carbocation, c'est surtout la LUMO qu'on aimerait faire modifier. Pourquoi? Parce que la LUMO, c'est là où il y a une déficience électronique. Alors, si je regarde les mêmes orbitales, je me rends compte que j'ai exactement la situation inverse. Dans la HOMO, j'ai un nœud. Mais si je peux mettre un substituant à cette position-là, c'est la LUMO que je vais contrôler. Alors on s'est dit, c'est simple, il suffit de mettre le substituant là. Et là, ça nous a pris 10 ans. OK. Mais il y a quelqu'un extraordinaire qui s'appelle John Hartwig, qui est maintenant professeur à Berkeley,
qui a développé une catalyse homogène à l'iridium qui permet de mettre des liaisons carbone-bore, en fait là où il y a des liaisons CH non activées, en particulier quand elles sont accessibles stériquement. Donc je peux le faire une fois, deux fois, trois fois. Les gens qui font de la synthèse verront pourquoi tout de suite je peux faire trois fois, c'est mieux qu'une fois, sur une molécule. Et puis je peux remplacer les liaisons carbone-bore par des liaisons carbone aromatiques. Mais ce n'est pas ce que je vais décrire maintenant. Ce qui m'a intéressé très rapidement, c'était de remplacer la liaison carbone-bore par des hétéroatomes qui sont par exemple très donneurs comme des fonctions hydroxyles, ou transformer la liaison carbone-bore par des groupes qui sont capables, eux, d'attirer des électrons. Et ça, c'est une chimie de Sendai qu'on a utilisée avec beaucoup de bonheur. Une fois que j'ai cette molécule-là, je peux par exemple transformer le OH en O-méthyle, je peux faire une alkylation, pas de souci. Je peux transformer le OH en ce qu'on appelle un groupe triflate, qui est un bon groupe partant. Alors si c'est un bon groupe partant, je peux même refaire les types de chimie qu'on a un petit peu montrés. Je vais pouvoir remplacer ce groupe partant par des chlorures pour former une liaison carbone-chlore, ou par des sulfinates pour faire ce qu'on appelle des sulfones, etc. Alors, maintenant, du coup, ça me donne finalement une famille de composés pour tester justement un certain nombre de propriétés. Ça, c'est la propriété du cation de départ, avec son rendement quantique, par exemple, et son absorption et son émission. En mettant les groupes électroattracteurs, j'avais prévu en fait que je allais stabiliser en fait la HOMO, et donc j'allais déplacer les spectres en fait vers le rouge. Oui, ça marche. Bon, le rendement quantique diminue, mais ça c'est aussi logique en fait dans la théorie des colorants. En mettant des groupes d'honneur, c'est rigoureusement le contraire, donc j'étais ravi de voir ça. On a des absorptions qui vont plus, entre guillemets, vers le bleu, avec des émissions qui sont excellentes. Pour des cations tritiles, c'est des rendements quantiques de 70%. Ça, c'est assez rare. Donc on était vraiment content d'avoir ce genre de composé. Et puis, le truc bizarre, 3 chlorures, on a l'impression que c'est des groupes donneurs d'électrons, mais ça, il faut toujours se méfier, on va revenir dessus un petit peu. Mais regardez, on peut vraiment, c'est exactement toutes ces molécules-là, on peut contrôler vraiment les absorptions, les émissions, c'est ça qui est intéressant, toujours finalement en 3 étapes de synthèse depuis le 1,3-diméthoxybenzène. Ok, donc alors, un peu rapidement, quand même, l'électrochimie, c'est essentiel, pour montrer qu'à la fois les réductions et les oxydations sont réversibles. Ça reste réversible quand je mets les groupes électroattracteurs, mais vous voyez, les réductions sont plus faciles, on va revenir là-dessus tout de suite. Ok. Quand je mets des groupes donneurs, les réductions sont plus difficiles, les oxydations restent plus ou moins au même niveau, et c'est normal, puisque je joue pas sur la HOMO, vous souvenez-vous, je joue sur la LUMO, et donc c'est certainement ce que je peux imaginer. Et puis, attention danger, les atomes de chlore, vous savez, c'est ces composés affreux qui sont à la fois accepteurs du point de vue inductif, donneurs du point de vue de résonance. Et c'est un peu ce qu'on voit. En fait, finalement, c'est comme si j'acceptais les électrons, mais au niveau de la HOMO, je stabilise plus la HOMO que la LUMO. Et c'est pour ça qu'on voit ces différences-là. Alors, rapidement, c'est pour Louis, puisque Louis aime les espèces open shell, qui sont les espèces radicalaires. On s'est posé la question de est-ce qu'on pouvait vraiment caractériser, stabiliser fortement, même en présence d'air, ce type d'espèce radicalaire qui avait été décrit en fait, en particulier par Lorson dans les années 2014, et puis par d'autres travaux un petit peu plus tard. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire l'électrochimie dans une cellule qui est dans un spectre UV, et on peut s'intéresser à, par exemple, la réduction de l'espèce, et puis on peut s'intéresser à le réoxyder, et puis vous voyez que ce n'est pas vraiment réversible. Alors ça, c'est jamais très bon. Et donc, on s'est posé, est-ce qu'on peut faire la même chose avec nos dérivés à nous? Donc, le spectre de départ, c'est le composé qui est bleu. On réduit, après la vague de réduction, on est là. Déjà, vous voyez, en plus, on a des absorptions qui vont être dans l'infrarouge proche. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on réoxyde à l'identique. Et effectivement, on peut faire ça une vingtaine de fois en 1 heure. Et c'est vraiment quelque chose qui est assez sympathique quand même d'avoir ces possibilités. Redox, oxydation, réduction. Ok, assez facile. Donc, on a le même type de comportement pour le composé avec les sulfones. Ce qui nous a intéressé, c'est qu'on peut faire cette réduction du coup, non pas simplement de manière analytique, mais en électrochimie préparative, et on voit vraiment qu'on a des espèces qui vont absorber à très faible énergie. Et puis pour nous, ceux qui sont obsédés par la chiralité, on arrive à démontrer en fait vraiment des propriétés d'absorption qui sont très fortement dissymétriques pour ce type de genre de composé, ce qui était aussi un petit peu original et qui a soumis. Ces espèces radicalaires, très fortement délocalisées, on a une très très belle corrélation à la fois
entre les spectres expérimentaux et les spectres en fait, théoriques. On utilise le cobaltocène comme réductant plutôt que l'électrochimie. Ça aurait été difficile de faire l'EPR effectivement dans des conditions électrochimiques. Et ça, c'est pour vous montrer la sensibilité en termes de réaction avec l'oxygène. C'est des temps de demi-vie qui sont très corrects en fait, pour des espèces radicalaires en présence d'oxygène. Alors, je vais passer des trucs affreux de chiralité. Est-ce qu'il me reste 5 minutes ou je peux m'arrêter là? Il n'y a aucun souci, Louis. 5 minutes? Alors, la SN1. OK. Donc, je vais vous montrer comment on va... Et c'est pour ça que le concept du Yudin, je ne suis pas tout à fait forcément d'accord, parce que c'est très dangereux, le concept du Yudin, parce qu'il ne prend pas vraiment bien en compte la réversibilité des réactions. Et c'est pour ça que je fais un peu de débat avec André là-dessus. Alors, souvenez-vous, je vous ai dit qu'il était très difficile d'attaquer ces espèces en tant qu'électrophiles, et effectivement, il faut 5 équivalents de lithium, comme des lithium aromatiques, comme du phénylithium, pour avoir un rendement quantitatif d'addition en fait, du nucléophile sur ce carbone pour former ces espèces neutres. Et ce qu'on a découvert récemment, et on devrait soumettre ça quasiment voilà, à la fin du mois, c'est que si on traite ces espèces-là avec un acide comme l'acide méthane sulfonique ou camphre sulfonique, en fait, c'est comme si le méthoxy qui était à l'intérieur passe à l'extérieur. Puis si je prends même un acide un petit peu plus fort, au bout d'une heure, je me rends compte que c'est les deux méthoxy qui sont à l'intérieur qui sont à l'extérieur. Oui, je vois beaucoup de gens qui disent « Oups, qu'est-ce qui se passe ?» Alors, on va essayer de détailler un peu tout ça. Si on se souvient qu'une autre réaction qui passe par la carbocation et qui est française et qui a été détaillée par Louis, c'est la réaction de Friedel-Crafts. Si on se souvient en fait que on forme ce type d'intermédiaire, c'était les intermédiaires qu'avait montré en fait, Louis sur cette diapositive, on était beaucoup plus haut. Et ces intermédiaires-là, on les génère en fait, à partir du noyau aromatique en mettant un électrophile. Moi, ce qu'on oublie, c'est qu'on peut aussi revenir en arrière dans une réaction Friedel-Crafts et rajouter un proton à un noyau aromatique pour reformer l'intermédiaire de Wieland, mais par protonation. Et à ce niveau-là, soit on repart en arrière, soit en fait on peut fragmenter une liaison carbone-carbone pour générer un autre carbocation ici. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Le système peut tourner. Et le carbone qui était lié ici, ça se met loin, le méthoxy qui était proche se met loin. On peut ensuite, du coup, réattaquer l'intermédiaire pour former cet intermédiaire de Wieland qui va perdre son proton et qui va vous donner l'espèce finale. Si c'est vrai, ça devrait être l'étape cinétiquement déterminante, c'est la génération de ce deuxième carbocation et non pas du premier. Bon, est-ce que je peux le démontrer? Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est dit, si je suis capable d'ajouter un noyau aromatique, c'est bien, mais encore plus un noyau aromatique avec un substituant. Pourquoi? Parce que ce substituant va peut-être pouvoir me donner une information sur cet intermédiaire-là en le stabilisant, en le déstabilisant. Autrement dit, quand je vais mettre un groupe d'honneur, la réaction devrait être plus rapide. Quand je mets un groupe électroattracteur, elle devrait être plus lente. Et puis si c'est vraiment propre, ça va avoir un comportement linéaire en fonction des chaînes de substituants qui ont été vraiment bien travaillées dans la littérature, en fait, qui sont connues. Et je me retrouve avec une corrélation linéaire qu'on appelle un Hammett plot. Le fait que la pente est négative, c'est l'apparition d'un carbocation, avec une pente relativement faible pour une chimie carbocationique. Mais qu'est-ce que ça me démontre? C'est qu'effectivement, dans l'ordre de la protonation, c'est vraiment cette formation de carbocation qui est l'étape cinétiquement déterminante. Maintenant, souvenez-vous, une SN1, je forme un composé racémique. Or, mon composé de départ était natriumériquement pur. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, un carbocation n'a pas cette géométrie-là, normalement il est plan. Donc ça serait plutôt la géométrie qu'assumerait cet intermédiaire. Ça, simplement, ce que j'ai fait, c'est que ce bras-là, je l'ai mis un peu vers le bas. Mais si ce bras-là réattaque ici, j'aurai rétention de la stéréochimie. Si au contraire, je tourne autour de cette liaison et je l'amène vers le haut et que je ferme ici, j'aurai inversion de la configuration. Mais a priori, ce qu'on se dit, voilà, si je suis une SN1, je dois faire du racémique. Mais on n'était pas si sûr. En particulier pour ces composés-là, parce que ces intermédiaires-là vont être très électrophiles, peut-être que cet intermédiaire-là va en fait refermer ici rapidement. Et c'est exactement ce qu'on voit. On arrive à garder 80% d'excès natriumérique à CF3. On perd beaucoup à 80 degrés, puisqu'on arrive à des niveaux pour le méthoxy de l'ordre d'à peu près 30 en fait, d'excès natriumérique le méthoxy.
Mais si on fait la réaction à température ambiante, en fait, alors ça prend au bout de 16 heures, il n'y en a que 40% de conversion, mais on peut isoler l'espèce. On a 83% d'excès énantiomérique. Alors ce qu'on a fait, c'est que par HPLC, on a amené cet énantiomère majoritaire à 100%, on l'a cristallisé, et on a pu déterminer la configuration de composés, et on sait donc qu'on a une rétention de configuration lors du processus. Bon, bref, tout ça pour dire qu'on est en train de faire aussi le dichroïsme circulaire et l'analyse des absorptions nous dit effectivement qu'on a une rétention de configuration. Donc ce que j'ai espéré faire pendant cette conférence, c'est de vous montrer qu'un composé qu'on peut fabriquer entre 20 et 40 grammes a des stabilités incroyables. On sait le dédoubler sous forme énantiomérique assez facilement. Il y a plein de choses qui sont intéressantes en termes de propriétés. Je suis un synthétiste. Moi, ce que j'aime faire, c'est mettre des méthodes à disposition des autres pour pouvoir former des squelettes originaux le plus rapidement possible, idéalement en 2, 3, 4 étapes. Et je crois qu'on globalement, on y arrive, et c'est ça qui est intéressant. Dans le groupe, on fait beaucoup de réactivité. On passe par des composés, peut-être que Louis parlera. On utilise ces précurseurs pour former ce qu'on appelle des carbènes et des carbènes métalliques. En fonction des conditions, on va jusqu'aux zylures. Et là, ça nous permet de faire des macrocyclisations dans des concentrations de 1 molaire sur 40 grammes. On peut faire des composés très originaux. Et Louis nous parlait de composés qui testent un peu les limites. On a pu montrer récemment que ce type de composé avec 4 oxygènes ou 3 oxygènes et un atome d'azote sont stables chimiquement, stables configurationnellement. On peut séparer les énantiomères. Si vous voulez des nouveaux groupes fonctionnels, allez voir ce papier. En tout cas, je trouve que c'est amusant. Avec tout ça, je tiens à remercier les équipes. En particulier, les noms ont été mentionnés en fait, à chaque fois, mais il y a vraiment un grand nombre de collaborateurs qui ont vraiment beaucoup aidé. Et ça, c'est tous ceux qui ont travaillé sur les travaux des carbocations que j'ai montrés. Il y a des très beaux travaux avec Katerina et Chital aussi en ce moment sur les assembrages supramoléculaires, la polymérisation supramoléculaire de ces composés-là. Là, je n'ai pas montré les carbènes, mais je voulais montrer les collaborations. À Genève, Éric Vauté et Thomas Burgi sont des collègues absolument extraordinaires, soit pour la photophysique, en particulier pour le dichroïsme circulaire vibrationnel. Beaucoup de collaborations avec l'Université de Pise, le Lorenzo, Gennaro, Rino et Francesco. Beaucoup de collaborations avec Beau, avec Amar aussi, Maltais, Ronnaman, Lechaud et Laurent, qui nous permettent de faire vraiment des choses, d'aller plus loin dans les domaines des propriétés. Les agences de financement sont essentielles. En Suisse, on a vraiment énormément de chance d'avoir le Fonds national suisse de la recherche qui nous soutient, qui m'a toujours soutenu depuis 30 ans. L'Université de Genève, bien entendu. J'ai pris la liberté de mettre faculté des sciences, mais je pense qu'une personne dans l'audience verra pourquoi c'est cher pour moi. Beaucoup d'autres agences de financement. Les fondations à Genève aussi, on a beaucoup de chance qui nous aident dans pas mal de petites choses. Voici le groupe de recherche, il n'y a pas si longtemps. Merci Louis pour l'invitation et merci à vous pour votre attention.